Définir la réussite en disant en fait qu'il y a une réussite qui correspond à la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc l'élève qui arrive en classe terminale se donne pour objectif la réussite au baccalauréat. Bon, au mois de juillet, il a effectivement son baccalauréat, on parle de réussite. Bon, il peut réussir avec des mentions différentes, mais il a réussi. Alors, la réussite aussi peut être source d'échec. Il faut faire très attention avec la réussite, mais parce que précisément, on ne sait pas gérer dans la durabilité les performances. Ça signifie évidemment que la réussite, ça suppose aussi que l'on soit suffisamment préparé, suffisamment outillé pour pouvoir la gérer dans la durabilité. Donc, réussir au baccalauréat, mais savoir aussi garder la cadence, maintenir et accélérer la cadence plus tard. Définir Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wa salam ala rasulillah. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances, par la grâce infinie de qui, amis jeunes, nous nous retrouvons en ce jour du vendredi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active, cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger, en collaboration avec le groupe radio et télévision Bonferré. C'est avec un réel plaisir, chers téléspectateurs, que nous vous retrouvons dans la même dynamique, le plaisir de vous servir. Amis jeunes, aujourd'hui il sera question, dans la même perspective, de parler de l'après-bac. Nous avons parlé en termes d'accompagnement du bac, comment est-ce que le candidat devait s'y prendre. Nous sommes aujourd'hui l'après-bac. Alors, nous revenons à la charge pour toujours accompagner ces bacheliers, ce tout nouveau bachelier, dans le cadre de leur orientation, le choix de leur filière, la conduite en tout cas à faire, la conduite à prendre après le baccalauréat. D'où notre problématique, l'après-bac, quelle orientation pour le nouveau bachelier. L'après-bac, quelle orientation pour le nouveau bachelier. Chers téléspectateurs, vous le savez tous, on a eu le bac, on a dansé pour ceux qui dansent, on a chanté pour ceux qui chantent également. On était contents, toute la famille également était contente. Et quand on marche dans le quartier, on se rend compte qu'il y a eu un changement dans notre comportement, il y a eu un changement dans notre façon de penser, tout simplement parce que nous sommes déclarés admis au baccalauréat. Et mais cela n'est qu'une question. C'est maintenant qu'il faut se dire que les vraies choses commencent. Une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines, voire 1 mois après, on se rend compte que nous sommes en face de la réalité. Nous l'avons dit, le baccalauréat, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est un diplôme. Un diplôme universitaire, le premier d'ailleurs, qui vous ouvre les portes du monde, qui vous ouvre les portes des universités, qui vous ouvre les portes des grandes écoles nationales et internationales. Avoir le bac est une chose, savoir également se donner une orientation en est aussi une autre. Pour beaucoup de personnes, les nouveaux bacheliers, l'orientation paraît un peu ambiguë. Certains choisissent des filières sur la base de certaines affiliations, tout simplement parce que j'ai un parent qui a étudié dans tel domaine, il faut que je suive cette race, ou tout simplement parce que j'ai un ami qui décide de suivre une branche, il faut également que je le suive, mais quelque part nous ignorons les capacités et les compétences qui sont partie intégrante du choix de nos filières après le baccalauréat. Nous l'annonçons ainsi, dans ce numéro de votre émission, il sera question de guider nos nouveaux bacheliers dans leur choix des différentes matières, dans leur choix des différentes filières qu'ils doivent suivre dans la suite de leur parcours académique. Ainsi donc, pour en parler, je reçois sur ce plateau cet après-midi 2 invités. J'ai avec moi Ahmed Tidjani, il n'est pas à son premier passage, c'est un habitué de ce plateau. Je rappelle qu'il est cofondateur du cabinet ICRA Orientation. Il est coach en orientation des bacheliers. Ahmed, salam alaikum. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Bonsoir à vous aussi. Bien. Notre second invité, il est nommé Ousseini Abdou Nasser. Il est secrétaire général de l'Union nigérienne des jeunes engagés pour la résolution des problèmes de l'éducation, en abrégé UNIGEP. Ousseini, salam alaikum. Bonsoir à vous également et merci d'être là, de répondre à notre invitation. Amis jeunes, vous qui nous suivez également depuis là où vous êtes, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Il suffit tout simplement de nous écrire un message SMS pour nous envoyer vos contributions, vos questions ou vos suggestions
au 93 01 34 55. 93 01 34 55 pour nous envoyer vos questions ou vos contributions. Alors Ahmed, je l'annonçais en plantant ce décor. Nous allons commencer. Nous savons que le bac, c'est les deux extrêmes. Il y a des cas de réussite, il y a également des cas d'échec. On va commencer avec les cas d'échec. Un candidat qui est allé au bac, comme on le dit dans le jargon un peu populaire, il a tapé poteau, comme on le dit. Il y a d'autres qui diront qu'il a fait vecteur brousse. En bref, il n'est pas admis, un candidat qui n'est pas reçu. Il n'est pas reçu à ce bac-là. Quand on vous demande, vous, en tant qu'orientateur, en tant que coach, s'il y a un message, ce candidat, peut-être, je m'imagine un peu qui est déçu. Il y en a qui vont à leur 3e tentative, 4e, 5e tentative et qui passent toujours à côté de ce prestigieux diplôme. Ces candidats peut-être qui nous suivent là où ils sont, qui sont déçus des études, qui sont découragés du baccalauréat, Ahmed, s'il y a un message de réconfort à leur donner en tant qu'orientateur, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de toi? Assalamu alaikum. Pour cette question très pertinente, le message que je dois adresser personnellement à l'endroit de nos élèves, de nos encadrés, qui, par malchance, n'ont pas pu en tout cas valider cet examen-là. Je voudrais peut-être, avec votre permission, m'inscrire dans une logique purement religieuse. Nous sommes des musulmans. Bon, peu importe la nature de notre religion, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, animiste ou quoi que ce soit, dans tous les cas, nous appartenons à une religion. Nous, en tant que musulmans, je pense bien, nous devons savoir accepter les épreuves de la vie avec sérénité. Nous devons accepter les échecs de la vie avec sérénité, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Dieu va toujours nous évaluer, Dieu va toujours nous tester par rapport à quelque chose que nous aimons le plus dans la vie. Donc ce que j'ai à dire à ces candidats-là, ils n'ont qu'à se dire une chose. Le bac, c'est Dieu qui le donne et il le donne à qui il veut, quand il le veut. Dieu n'a pas voulu assez que tu puisses être parmi ceux-là qui doivent obtenir ce diplôme-là. Contente-toi de ces résultats-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et tu pars, tu fais des rakats, tu remercies ton Dieu pour dire à ton Seigneur de te faciliter les choses demain. Même dans un échec, moi je dis tout le temps aux candidats, on peut trouver une sorte de réussite tout de suite et une sorte de réussite qui est là cachée, dont nous ne pouvons pas comprendre, dont nous ne pouvons pas saisir. C'est quoi la réussite qu'on peut saisir immédiatement? J'ai échoué en face d'une épreuve ou un examen. Je dois tirer les leçons positives qui peuvent me permettre d'avancer demain. Je dois faire un mea culpa, un retour sur moi-même pour me poser un certain nombre d'interrogations, pour chercher à comprendre pourquoi j'ai échoué à cet examen-là. Je dois m'évaluer moi-même pour savoir qu'est-ce qui a conduit à cet échec-là et me préparer pour l'année à venir et aller avec force, avec puissance. Cela va me permettre de valider l'année avec des choses inexplicables auxquelles je ne peux pas m'attendre. Justement, Ahmed, parlant de ça, je pense que vous vous inscrivez un peu, comme vous l'avez dit, dans une logique un peu religieuse. Je ne parlerai pas de logique fataliste parce que généralement quand vous êtes en face des élèves, je pense, à mon humble avis, qu'il faut faire la différence entre un échec mérité et un échec naturel. L'échec naturel, je pense que vous êtes dans cette logique, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'échec mérité. Alors ceux qui ont mérité l'échec, qu'est-ce que vous leur dites donc? Bon, moi je pense bien, ça c'est mon point de vue personnel. Franchement, un candidat qui a échec mérité, ça veut dire que la personne a mérité la chose. C'est ce que vous voulez dire par là. Mais aucun problème, Dieu t'a donné ce que tu as mérité, tu te contentes de ça. Tu n'as pas travaillé pendant l'année, tu n'as pas bossé, tu as échoué, alors tu te contentes de ta situation. L'autre qui a bossé, qui a travaillé, et il a réussi la chose. Alors bon, chacun n'a qu'à rester dans son camp. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez échec mérité. En fait, le mérite là, il est là. Bon, les gars n'ont pas travaillé, il n'a pas eu la chose. Bon. Pourquoi même consoler la personne? Dieu t'a donné la possibilité, t'a donné la capacité intellectuelle qui peut te permettre d'aller vers la chose. Mais si par exemple c'est un candidat qui avait bossé, travaillé et qu'il a échoué, moi je dis que ce candidat-là doit s'inscrire dans la première logique, dans mon premier raisonnement et dire que vraiment ça c'est une épreuve. Parce qu'il n'est pas responsable de la situation. Justement. Il accepte la situation telle qu'elle est venue et il se prépare pour l'année prochaine. Il y a des candidats, je vous dis, ils ont passé toute leur année à siroter leur thé dans les fadas, à aller dans les boîtes. Mais attendez, mais il a créé les conditions de son échec. Mais c'est que je dis, il a créé les conditions de son échec. Mais bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience franchement de la situation,
dans laquelle il se trouve. Un examen, c'est pas de la blague. Les études, c'est pas de la blague. Il a qu'à se préparer pour être conscient et conséquent de ce qu'il a devant lui pour se préparer pour l'année à venir. Même si on a des élèves, franchement, qui sont inconscients et inconséquents, quel que soit ce que vous allez dire, bon, en fait, les études là, franchement, il faut juste aller. Ok, on a compris. Alors, Abdel Nasser, on va revenir à vous. En parlant d'échec des candidats, ceux qui n'ont pas en tout cas eu la chance, comme pour parler comme Mohamed, de décrocher leur parchemin, ce fameux diplôme, le baccalauréat. Alors, quel est le message, vous, en tant que membre d'une structure qui, en tout cas, qui lutte, qui apporte sa touche à la question de l'éducation, à la résolution des problèmes de l'éducation dans notre pays? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire tout de suite? Salam alaikum wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici présents sur ce studio et parler de la problématique d'aujourd'hui qui est l'après-bac. J'aimerais d'abord dire que l'échec est un événement qui arrive dans la vie d'une personne, soit dans la vie quotidienne, soit dans les études. Et là, nous parlons de l'échec qui arrive dans les études. Comme l'a eu à le dire M. Seydou, nous avons deux types d'échecs. L'échec naturel et l'échec mérité. Pour ce qui est de l'échec naturel, là je pense bien qu'on doit se pencher sur la religion comme l'a dit M. Ahmed. Et n'oublions pas que tout ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas par hasard. Et on peut avoir l'échec peut être un succès et l'échec peut être une épreuve pour ce candidat-là qui n'a pas réussi. Nous ne savons pas. Le fait d'avoir le bac peut être quelque chose que Dieu préserve ce candidat. Dieu aimerait tester ce candidat-là. Nous voyons souvent des candidats qui, avant l'examen, nous les voyons à chaque fois dans la mosquée, nous les voyons à chaque fois dans les coins de prière, mais qu'après le bac, dès qu'ils sont admis, c'est fini avec la religion. Ou des candidats que dès l'instant où, après la proclamation des résultats, et qui ne sont pas admis au baccalauréat, on voit automatiquement qu'ils s'écartent de la religion. Là, c'est une manière et c'est une sorte de test que Dieu fait à ce candidat-là. En effet, le candidat doit être fort. C'est vrai, l'échec n'est pas facile, mais souvent quand la personne n'est pas admise, la personne doit faire une analyse sur soi-même. La personne doit se demander qu'est-ce qui n'a pas marché durant mon année académique. Il est inconcevable qu'un candidat, par exemple un élève qui fait le bac A, qui part en examen et qui ne peut pas maîtriser entre les 3 épreuves de français, qui ne peut pas maîtriser au moins 2 d'entre eux. Si par exemple le candidat maîtrise uniquement la dissertation et qu'à l'examen le sujet de dissertation n'est pas abordable, Monsieur Seydou, dans cette situation, comment est-ce que le candidat se voit? Nous prenons l'exemple aussi d'un candidat qui fait les séries scientifiques. Nous avons 3 matières, à savoir les mathématiques, la physique, chimie et l'SPT. Pour un candidat qui n'arrive pas à maîtriser au moins 2 d'entre ces 3 matières, il serait vraiment difficile pour un candidat d'admettre à son examen. Oui. Alors là, en bref, les candidats qui ont échoué, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? De patienter? Je leur dis de patienter et de faire le vide de leur tête. Puisque l'année prochaine, sûrement beaucoup d'entre eux vont reprendre l'année. Et qu'ils ne se disent pas que non, ils ont fait le baccalauréat l'année passée, qu'ils ont des anciens cahiers, qu'ils peuvent chômer comme bon leur semble. D'accord. Car cela peut les amener à faire un nouveau échec. Justement. Donc, je les invite à faire le vide de leur tête et à se lancer des objectifs. D'accord, le message est compris. Parlant d'échec, nous allons suivre un élément de Dr Diakité qui nous fait une analyse comparativement à la gestion de l'échec. On revient ici sur le plateau pour le commentaire. Qui a bien tiré les leçons de l'échec. Donc, un élève peut bien se préparer, bien travailler, etc. Arriver au jour du baccalauréat, passer à côté, ça arrive. C'est quelqu'un qui a échoué, mais c'est quelqu'un qui tire les leçons de l'échec, qui se dit pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qui va retravailler de manière à s'amender et à améliorer sa prestation. Alors cet élève-là peut après faire d'excellents résultats et poursuivre un cursus universitaire de qualité. Donc ça montre évidemment que l'échec peut être considéré comme une forme de réussite lorsque précisément on sait tirer les leçons de l'échec. Mais qu'en cas d'échec, que l'on comprenne aussi que l'échec, ce n'est jamais échec si on a tiré la leçon qu'il faut en tirer pour se préparer à l'avenir. Alors, tirer les leçons de l'échec. Ah, mais j'ai envie de vous demander, vous qui parlez d'échec, qui est en train de consoler nos candidats qui ont échoué.
Il vous est arrivé une fois d'échouer dans votre cursus académique, Ahmed? Waouh. Ça, c'est vraiment une question franchement très pertinente. J'ai fait le bac. J'ai échoué au bac. Mais franchement, moi, de la façon dont j'ai géré mon échec, j'étais responsable de mon échec. J'étais responsable de ma situation. Franchement, j'ai mérité l'échec. J'ai passé au second groupe. Bon, en fait, il y a un certain nombre de comportements qui... J'aurais dit ne pas peut-être développer en classe, sinon ça allait me permettre de valider. Le professeur de mathématiques, en fait, j'ai eu 0 en mathématiques au bac. J'ai passé au second groupe. Et à chaque fois, quand le prof d'arabe rentre ou anglais, bon, en fait, je fais le choix de matière. Alors, si on fait le choix de matière, bon, on connaît un peu la situation. Mon premier examen du baccalauréat, bon, j'étais admis au second groupe. Il me restait 1 point. J'ai totalisé 139 points à 140 normalement. Je devrais passer directement à l'écrit, mais malheureusement, bon, on m'a dit qu'il faut revenir pour faire le second groupe. Et langue vivante, bon, le prof rentre, je sors de la classe. C'est comme ça que je fais ma terminale. Bon, quand j'ai échoué, honnêtement, la première chose, j'étais parti dans une mosquée, j'ai fait les dérakas, j'ai remercié Allah. Je dis, bon, je me contente de la situation. Et c'est pas que je ne travaille pas à l'école, mes résultats sont là. C'est là qui ont eu la chance de faire le lycée avec moi, savent exactement qui j'étais. Bon, voilà. Je me suis contenté de ma situation. Donc, alors, comment vous avez géré cet échec-là pour aujourd'hui réussir là où vous êtes, Ahmed? Ça fait mal quand même, il a dit, c'est pas facile d'accepter un échec. Au fait, ce qui touche le plus, franchement, c'est la façon dont les membres de la famille ou la société conçoit votre échec. Moi, je dis honnêtement, j'étais responsable de mon échec, de ma situation. Parce que j'avais la possibilité de rester suivre les cours d'anglais et d'arabe. Mais je ne l'ai pas fait. Je devrais rester en classe pour faire le cours de mathématiques parce que j'ai un bac A. Je dis, bon, dans tous les cas, les mathématiques ne sont pas faites pour les littéraires. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Même en classe, j'écris ça. Le prof de maths, il rentre, je sors de la classe. Il ne peut pas me sanctionner parce qu'il sait que quelque part, j'étais quelqu'un. Il ne peut rien me faire. J'ai passé toute l'année comme ça. Je pars à l'examen, j'échoue. Maths, j'ai eu 0. Ça ne m'a même pas surpris, ça ne m'a même pas étonné. Là, vous êtes responsable. Je suis responsable, franchement, de ma situation et j'ai accepté cette situation. Je me suis préparé l'année à venir. J'ai fait le bac, même s'il n'y avait pas eu une très grande progression. Quand j'ai validé le bac, j'ai eu 1 en mathématiques. Mais quand même, bon, j'ai décidé quand même de suivre un peu le prof de maths. J'ai pas eu grand-chose. En fait, j'avais raté la base depuis la seconde. Tout à fait. Donc, franchement, moi, la lecture, en fait, ce qui m'a un peu touché, perturbé, c'est la lecture des éléments externes. Quand je dis éléments externes, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas vécu la situation de laquelle le jugement de la société. Famille, la société. Non, Ahmed ne devrait pas échouer, patati, patata, gna, gna, gna. Les gens ne font que des discours un peu partout. Va réclamer tes points, va chercher tes copies. J'ai dit, je n'irai nulle part. Je me suis contenté de la situation et puis bon, je me suis armé du courage, un peu avec de forte énergie. Bon, j'ai repris et puis j'ai validé. J'étais sorti même premier de mes matières de base. Donc, alhamdoulilah. Donc, on a compris. Mais il y a un aspect, parce que l'élément que nous avons suivi, il parle de la gestion de l'échec. J'ai un enseignant, Dr Boulama, en l'occurrence, qui a l'habitude de dire un échec mal conçu prépare un autre échec. Quand vous échouez, que vous avez mal conçu cet échec-là, ça vous prépare un autre échec. Je ne suis pas d'accord personnellement qu'un candidat qui part à un examen qui échoue et qui revient s'asseoir sans aller au moins faire le relevé pour connaître les notes qu'il a eues. Il y en a qui le font. Ils viennent s'asseoir pour attendre l'année prochaine. Je pense qu'il faut faire un auto-bilan, savoir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché et on se prépare davantage. Alors au CENI, on parle de l'échec dans votre vie, dans votre parcours scolaire. Il vous est arrivé aussi d'endurer la douleur de l'échec? Personnellement, je dirais non. C'est d'un côté, disons, je n'ai jamais connu l'échec. Durant tous mes examens que j'ai faits, je n'ai jamais connu l'échec, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont malheureusement connu cette épreuve-là. Et sincèrement, quand je me mets à leur place, je vois que ce n'est vraiment pas facile à gérer. Quand vous voyez un ami qui a fait 3 fois le bac, qui a fait 5 fois le bac et qui n'est toujours pas admis, ça fait mal en tant qu'un ami. Et là, et selon moi, comme vous venez de le dire, le candidat doit faire un relevé de notes pour voir au moins là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Oui. Prenons l'exemple de
Monsieur Mohamed, Monsieur Ahmed. Une espérance amère, hein? Oui. Vous êtes aux antipodes là, nos invités, Oui. ça tombe Donc, bien. nous voyons souvent nos amis qui font la terminale A, ils ne tiennent pas en cœur les mathématiques. Et souvent, c'est ce qui les amène à l'échec. Et souvent, la deuxième langue vivante. Puisque, comme il a dit, moi personnellement, j'ai un faible niveau en arabe. Mais Dieu merci, en maths, j'arrive à me débrouiller. Chacun a là où au moins s'en sort. Donc, pour un candidat qui n'arrive pas à bien maîtriser les mathématiques, et nous savons très bien que les mathématiques, c'est sur 40 points. Donc, si le candidat part au baccalauréat et qu'il arrive à totaliser 1 point, ce qui veut dire 2 sur 40 en maths, Oui. il lui faut 18 points pour combler ce trou-là. On a compris les détails, je pense que le temps ne va pas nous permettre de rentrer dans les détails. C'est un message que nous adressons aux candidats qui ont échoué. Alors tout simplement, amis jeunes, vous qui nous prenez en maths, sachez que vous êtes à votre émission préférée Jeunesse Active. Aujourd'hui, les questions de l'orientation des nouveaux bacheliers. Mais en même temps, nous n'oublions pas ceux qui ont eu la malchance de ne pas admettre aux examens de cette année. C'est les encouragements, les messages de l'orientation également à leur niveau. On peut échouer, mais dans l'échec, on peut réussir. Quand on sait les raisons de cet échec-là, quand on conçoit cet échec, dans l'échec, il y a une réussite, nous disait tout à l'heure docteur Diakhaté. Eh bien, ce qui nous amène au deuxième volet de notre rendez-vous, l'orientation des nouveaux bacheliers. Ceux qui ont échoué, on finit avec eux, Ahmed. Nous allons maintenant avec ceux qui ont dansé, ceux qui ont chanté, ceux qui ont remercié Allah pour certains d'entre eux de leur avoir accordé ce bac. Alors, un candidat, les nouveaux bacheliers, certainement, ils sont nombreux actuellement à nous suivre, Ahmed. Ils ont un problème. Moi, j'ai reçu des appels de gens qui n'arrivent pas à se faire un choix. Alors, ces candidats-là, c'est pas ces candidats, ces nouveaux bacheliers-là, il faut leur adresser un message. S'ils doivent faire un choix, quels doivent être les critères de base pour choisir une matière ou une filière? Amen. D'accord, merci de nous avoir posé cette question. Avant de répondre, je dois féliciter tous les candidats qui sont en tout cas admis aux examens du baccalauréat 2019, qu'Allah leur facilite les choses, qu'Allah fasse en sorte que vraiment ce diplôme-là puisse être utile pour eux, pour leur famille et pour la communauté toute entière. Derrière cette joie, cette agitation, moi je pense bien, nous devons faire très attention. Dieu t'a donné la chose, il faut être content, il faut être heureux. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas eu la chose. Je pense bien sur le moment pour nous de montrer notre caractère le plus humaniste vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos frères qui ont échoué, qui n'ont pas eu ce diplôme-là. Ton voisin est là, il n'a pas eu, toi tu as eu, il faut faire attention. Il faut manifester la joie, mais il faut savoir que derrière toi, il y a quelqu'un qui n'a pas eu. Tu dois consoler cette personne, tu dois soutenir cette personne dans l'épreuve dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'avait plongé. Et les critères sur lesquels la personne doit s'appuyer pour faire le choix. Moi, je dis premièrement, je vais prendre cette formule de Socrate. Le connais-toi toi-même. Ça, c'est le premier élément. La personne doit se connaître véritablement. Connaître ses forces et ses faiblesses. Savoir exactement ce qu'on peut faire dans la vie et ce qu'on ne peut pas faire. C'est un appel, c'est une formule qui a été lancée par ces grands philosophes Socrate pour nous dire quoi? Nous devons nous évaluer nous-mêmes pour connaître nos forces et nos faiblesses. Les candidats qui ont eu ce diplôme-là, ils doivent se connaître eux-mêmes. Savoir si on est fort en mathématiques, savoir si on est fort dans les matières littéraires. Et deuxième travail à faire, à part cette formule, ou le retour sur soi-même pour se connaître, il y a un travail d'investigation que le candidat doit, le bachelier, on ne parle plus du candidat, un travail d'investigation que le bachelier doit faire sur les écoles, sur les filières de formation et sur les métiers. Ouais. Ça, c'est les trois éléments qu'il doit prendre en compte. Aller chercher les informations là où elles sont. Donc, le premier élément, s'informer sur le domaine qu'on compte embrasser. Le premier élément que j'ai énuméré, moi, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Ok, le premier élément. Le deuxième? Deuxième élément, travail d'investigation sur les écoles, sur les filières de formation et sur les métiers. D'accord. Le troisième? Troisième travail que le candidat doit faire, c'est de fixer un objectif ou de fixer une finalité par rapport à son choix. D'accord. Voilà les trois éléments sur lesquels peut-être je vais essayer de développer
mon intervention autour de cette question. Oui, justement, avant d'en arriver là, il y a une question qui revient fréquemment. Les candidats qui vous voient, qui vous disent que je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si vous, en tant que coach en orientation, s'il faut leur répondre, qu'est-ce que vous leur direz? D'accord, ok. Et le cabinet ICRA Orientation est là, je pense bien, pour répondre à des préoccupations de ces genres-là. Concrètement, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous essayons de détecter les motivations profondes de l'individu. Nous essayons de détecter l'intérêt que l'individu a vis-à-vis de toutes les dimensions, vis-à-vis de tout ce qui existe dans la nature. Et sur la base de ces éléments-là, on essaie de dire, tu peux aller dans ça, tu peux aller dans ça. Et on te fait 5 propositions, 6 propositions, à toi de voir comment est-ce que tu peux aller t'en sortir. Il y a un autre test que nous faisons au cas où, par exemple, c'est l'entretien d'abord. On échange, on discute avec la personne, on essaie de voir exactement, mais les gars là, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Le projet de carrière là, moi je pense bien c'est une affaire qui doit être personnelle. Ça doit être personnel parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la personne plus qu'elle-même. Donc le choix est personnel. Il est personnel. Il est personnel. Nous essayons d'aider la personne dans la démarche. Nous essayons d'aider les candidats à aller vers leur rêve, à aller vers leur finalité. Et c'est à travers des choses, soit un entretien ou bien un test. L'entretien, soit ça prend des temps. C'est des échanges, c'est des discussions. Tu reviens, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, qu'est-ce qui t'attire dans la vie, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Hier, j'étais au cabinet, une fille, quand elle était venue au cabinet, directement, elle me dit, ah, monsieur, moi, je déteste la médecine. Je suis prête à tout faire sauf la médecine. Donc, vous voyez déjà, elle sait qu'il là-bas, là, franchement, elle a un bac D. Elle est admise à l'écrit avec mention passable, mais elle dit qu'elle peut tout faire sauf la médecine. J'ai compris que, bon, les discussions m'ont permis de comprendre que, bon, il y a quelque chose qui l'a un peu traumatisé, touché, de telle sorte qu'elle et la médecine, là, c'est au revoir, quoi. Ok, maintenant, quand on rentre dans les pratiques, Ahmed, on comprend que le choix, vous l'avez dit, le choix, il est personnel. On ne peut pas faire un choix pour un candidat qui vient te le demander, c'est pas possible. D'abord, il faut l'évaluer, connaître ses motivations, ses ambitions, ce qu'il veut réellement devenir dans la vie. Justement, je crois que c'est ce que je crois avoir compris. Exactement ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons. C'est des discussions, c'est des tests, et puis bon, ces tests-là, franchement, on arrive à orienter, à canaliser convenablement ces candidats-là. Et nous nous servons d'un certain nombre de supports. Le relevé des notes, les bulletins, les évaluations, tout, on essaie de voir exactement et on dit, bon, si tu vas dans les écoles d'affaires, tu peux t'en sortir. Si tu vas dans les écoles de santé, si tu vas dans les écoles, les sciences exactes, les sciences sociales, etc., on essaie de guider la personne comme ça. Et alhamdoulilah, Dieu merci, jusqu'à présent, franchement, depuis l'année dernière, c'est super bien par rapport donc, à cette question du choix. Donc, en bref, nos candidats, ceux qui nous suivent certainement, s'il vous arrive de faire un choix, personne ne le fera à votre place. Il faut vous baser sur vos compétences, les domaines dans lesquels vous sentez que vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien. Le second aspect, il faut vous baser sur ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire dans la vie. Ce n'est pas parce que j'ai mon voisin de classe qui part s'inscrire en médecine, il faut que je le suive. Je dois en tout cas me responsabiliser et faire mon choix selon mes compétences, selon mes capacités et selon mes ambitions dans la vie. Si j'ai bien compris le résumé de ce qu'Ahmed est en train de... C'est exactement ce que je voulais dire, Jacques. En fait, là, je voudrais attirer l'attention des jeunes bacheliers. Il y a ce que nous appelons les influences des éléments externes. Franchement, c'est la question du choix de filière. Les élèves ou les bacheliers doivent faire très attention sur cette question d'influence. C'est pas parce que mon ami est parti faire telle ou telle chose que moi aussi je devrais aller là. C'est pas parce que la famille m'a imposé. Là, je voudrais peut-être dire ou transmettre un message à nos parents. Les parents, leur mission c'est quoi dans cette période-là? C'est d'accompagner les enfants dans la démarche et non de leur imposer. Parce qu'il y a des parents qui imposent des filières à leurs enfants. Dire coûte que coûte, voilà ce qu'on veut que tu fasses après le bac. Il faut aller dans la chose. Mais attendez, ce n'est pas les parents qui vont aller sur les bancs. Les parents ne peuvent pas me connaître véritablement, connaître mes performances, mes capacités. Ils doivent m'aider dans la démarche pour que je puisse faire un choix qui va me permettre demain de trouver un travail facilement et non de m'imposer quelque chose. Okay. On a géré un problème. Permettez-moi peut-être de rappeler cela. Un parent une fille qui a un bac A, et le papa dit coûte que coûte, la fille doit aller dans les écoles de santé. Elle était venue au cabinet, je vous dis, totalement perturbée. Elle fait que verser des larmes. Monsieur, s'il vous plaît, il faut appeler mon papa. Patati, patata,
Je dis ok, on va essayer de contacter ton papa, on va vous écouter tous. Le papa, il a fait le déplacement, il est venu au cabinet. Et on a essayé de faire comprendre à son père que franchement, ce qu'il veut là, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher. Déjà, la fille n'est pas déterminée, n'est pas motivée à aller. Elle a un bac encore. Il veut qu'elle puisse aller dans les écoles de santé. J'ai dit non, c'est pas possible, tonton. Pas les grandes écoles, aller à l'université pour le doctorat, les petites écoles de santé qui sont là. Tout à fait. Accessible avec les BACA. Accessible avec les BACA. On a dit franchement, tonton, ça ne peut pas aller. Il a compris clairement notre raisonnement. La fille, elle veut aller dans les business schools. On l'a balancé là-bas. Et maintenant, ça va très bien. C'était l'année dernière, ça va. La fille, elle est à l'aise. Elle n'a aucun problème. Elle a suivi ses ambitions. Exactement. Et ça va. Tout le temps, c'est des problèmes comme ça qu'on essaie de gérer au niveau du cabinet ICRA. Si ça nous dépasse, nous faisons recours aux responsables de l'ANAB, les anciens là, où on essaie de voir quelle est la personne de la famille que le papa peut écouter. On essaie de faire des gymnastiques, on informe X et puis bon. Parce qu'il faut laisser l'enfant. C'est le management aussi au niveau du cabinet. Voilà. Alors, le papa, aussi, est-ce que vous avez un complément à donner par rapport au choix des filières, le tout nouveau bachelier actuellement qui vous suivent, qui ont des problèmes, qu'on a choisi une filière en classe où il y a certaines matières qu'on a négligées. Et finalement, quand on a le bac, on a des difficultés. Je vais choisir telle filière. Là-bas encore, il y a mathématiques. Tiens, en classe, j'ai eu 0 en maths. Et quand j'y vais, certainement, c'est des problèmes. Donc, c'est des réflexions. Finalement, les gens ne se retrouvent. Je pense que l'objectif de cette émission, c'est de leur donner une orientation. Alors, vous, en tant qu'intervenant dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que vous leur dites tout de suite? Avant de commencer, j'aimerais d'abord féliciter ces nouveaux bacheliers, ces camarades. J'aimerais leur souhaiter la bienvenue dans la famille. D'abord, moi, quand un nouveau bachelier me pose la question, quelle filière est-ce qu'il doit faire? Je lui réponds, qu'est-ce que vous aimez faire d'abord? Car quand la personne fait des études dans lesquelles la personne se sent mieux, la personne peut créer, la personne peut innover dans le domaine. Par contre, quand on vous oblige, comme vient de le dire Ahmed, quand on vous oblige à faire des études que vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous sentir à l'aise dans vos études. Et là, si la personne arrive à répondre à cette question, qu'est-ce que la personne aime faire? Moi, personnellement, je demande à la personne, est-ce que la filière existe au pays? Là, si la filière existe au pays, je demande à la personne et l'école qui donne des cours dans cette filière-là. Si la personne arrive à répondre, je lui demande, est-ce que l'école est reconnue par l'État? Car nous avons maintenant nos écoles, nos instituts professionnels, dont beaucoup ne sont pas reconnus par l'État, ou des filières d'enseignement. Donc là, la personne doit savoir si la filière existe au pays, si l'école donne des formations dans cette filière-là, et si la filière est reconnue et l'école est reconnue par l'État. Donc là, moi, c'est ce que je fais avec les candidats. Et souvent, quand on demande à la personne qu'est-ce que la personne aime faire, la personne n'arrive pas à répondre, car la personne a beaucoup de choses dans la tête. Et comme vous venez de le dire, pour les mathématiques et les langues vivantes, je dis au nouveau bachelier de ne jamais oublier les mathématiques, car les mathématiques vont suivre la personne durant toutes ses études supérieures. Les maths, les français et l'anglais. Ça sont des matières qui vont nous suivre à vie, sincèrement dit. D'accord. Ahmed, nous allons rentrer dans le fond, maintenant dans le fond pratique de ce deuxième volet, comme je l'avais annoncé. Il s'agit là de donner une orientation, des informations aux candidats concernant les offres de formation disponibles au Niger dans nos universités publiques et dans les instituts ou écoles privées de la place. Parlant des universités publiques, nous en avons au Niger 8 jusqu'en 2014. On commence naturellement par celle de Niamey, à l'Université Abdou de Niamey. Un candidat qui a un bac scientifique, un bac D ou un bac C, qui décide de s'inscrire à l'Université Abdou de Niamey, il peut faire quoi dans cette université? Ahmed, est-ce que vous avez un élément de réponse? Merci bien pour la question. En fait, nos universités publiques, franchement, on a un problème. Moi, je vais vous parler directement de la pratique. Ce que nous sommes en train de vivre, tout le temps, nous recevons des candidats. Cette année, on a eu à côté encadré plus de 400 candidats. Nos universités publiques, franchement, ont été diabolisées. Ça, il faut dire la vérité aux gens. Ça ne va pas, c'est des grèves, c'est ça. Les candidats, personne ne veut aller là-bas. Oui, quand vous voyez un candidat, dans leur majorité, la quasi-totalité ne veut pas aller dans les universités publiques.
Pourquoi? Parce qu'on dit que nos universités sont des universités pourries, il y a grève, un programme de 1 mois, un programme de 1 an, il faut 3 ans, il faut 4 ans. On a tout diabolisé, on a tout gâté. Et moi, quelque part, j'ai dit, excusez-moi, je dois le dire, hein, il y a la faute de nos dirigeants. Oui, ça, naturellement. Il y a la faute de nos dirigeants parce que nous ne valorisons pas. Nous ne faisons pas la promotion de nos universités publiques. La question des bourses d'excellence est là. Peut-être aussi vous avez prévu ça. Les bourses d'excellence là que l'État octroie aux Nigériens pour aller à l'extérieur, étudier des filières de formation qui existent à Abdou Moumouni. La filière est là à Abdou Moumouni parce que bon, c'est bien d'encourager la bourse d'excellence, c'est super bien. Mais pourquoi ne pas maintenir ces excellents-là dans nos universités publiques et créer les conditions nécessaires qui vont créer leur épanouissement intellectuel et faire en sorte que ces gens-là puissent sortir des génies. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu as la bourse d'excellence, l'État est prêt à te verser 20 millions, 30 millions, 40 millions. On revient à l'université Abdou Moumouni. Ok, on revient à l'université Abdou Moumouni, d'accord. Ce qu'un candidat peut faire, mais quand même je vous dis, hein, ça c'est un problème très sérieux qui est là. Tout le temps nous essayons de canaliser les candidats, mais ils ne veulent pas aller à Abdou Moumouni. Ils ne veulent pas. Bon, les universités publiques de manière générale. Parce qu'on pense que bon, tout est pourri là-bas, tout est foutu. Les différentes filières auxquelles un détenteur d'un bac D, le bac D franchement il est polyvalent. C'est un bac qui est polyvalent, la personne peut aller dans plusieurs choses. Mais si c'est Abdou Moumouni, premièrement, bon, il y a la faculté des sciences et techniques qui est là, qui est composée de plusieurs départements. Qui peut le recevoir. La porte est grandement ouverte. La personne peut aller faire mathématiques, informatique, la personne peut aller faire BGE. Ça, c'est pour ceux qui des sciences purement scientifiques, et à côté la médecine qui est là, qui est la faculté. En tout cas, donc je dirais, machallah, en tout cas, ça va très bien en termes d'organisation. La médecine, franchement, tout est ok, tout est bien là-bas. Même si ces derniers temps-là, ils sont en train de rentrer dans la danse. C'est comme le problème. Les problèmes. À part cette faculté, l'autre côté aussi, vous avez agronomie. Agronomie qui est une faculté aussi réservée aux détenteurs d'un bac scientifique. Tout à fait. La personne peut aller là-bas. De l'autre côté, vous avez économie. La personne peut aller faire éco pour sortir avec un diplôme en économie. Maintenant, au-delà de toutes ces filières-là qui cadrent parfaitement avec le bac scientifique, même avec un bac D, on peut prendre l'initiative d'aller faire droit. Pourquoi pas? Même avec un bac D, on peut prendre l'initiative d'aller faire philosophie, d'aller faire psychologie, d'aller faire anthropologie, etc. On revient, on s'inscrit dans la logique générale. Quelqu'un qui a le bac D, un bac scientifique, l'université Abdou Moumouni de Niamey peut l'accueillir dans 4 facultés, si j'ai bien compris. Exact. Il y a la faculté des sciences et techniques, communément appelée la FAST. Il y a la faculté des sciences de la santé, comme nous appelons médecine. Il y a également la faculté d'agronomie qui peut l'accueillir, comme il y a également la FSEG, faculté des sciences économiques et de gestion, qui peut l'accueillir. Donc, 4 facultés pour accueillir les détenteurs du bac scientifique. Exactement. À l'université Abdou Moumouni de Niamey. Maintenant, le contenu des offres de formation dans ces facultés, ça dépend. Ça varie, tout dépend du choix que la personne, en tout cas, compte s'offrir. Un bac A, maintenant, à mettre toujours à l'université de Niamey. Alors, pour quelqu'un qui a un bac littéraire, premièrement, c'est la faculté de lettres et des sciences humaines qui peut recevoir, logiquement, si on veut aller vraiment dans la nature de son diplôme, la personne peut aller à la FCG. Pardon, excusez-moi, pas FCG, Flèche. Vous avez plusieurs départements là-bas. Vous avez la sociologie, la philosophie, psychologie, anglais, littérature et communication, histoire, géographie, etc. etc. En fonction du projet de carrière de l'individu, la personne peut embrasser une de ces filières-là que j'ai énumérées. Mais je voudrais attirer, que ce soit scientifique ou littéraire, moi je dis que les candidats doivent tenir compte toujours du besoin du pays. Il faut tenir compte des besoins du pays si vraiment vous voulez aller vers une filière de formation porteuse d'un avenir probable. C'est de réfléchir pour voir, nous sommes au Niger, quel est le besoin du pays? J'ai un bac D, est-ce que bon, Abdou Moumouni, est-ce que ça peut m'arranger? Si ça ne peut pas m'arranger, est-ce qu'il ne sera pas mieux d'aller dans les instituts là où on fait énergie renouvelable? Est-ce que agronomie c'est bien? Est-ce que c'est un besoin du pays? Est-ce que architecture? Franchement, il faut réfléchir pour connaître
exactement le besoin du pays et le besoin des entreprises. Parce que ça ne sert à rien d'aller étudier quelque chose et revenir chômer pendant 2 ans, pendant 3 ans ou pendant 100 ans sans pour autant avoir un métier. D'accord, le temps malheureusement fait. Au-delà de ce travail, permettez-moi de le dire, avant d'aller toujours vers la filière, il faut faire un travail d'investigation sur le métier. Par exemple, quelqu'un qui veut aller faire médecine va vers les médecins. Tout en rappelant que c'est 8 ans de formation. 8, il faut aller chercher des informations. Un tel, comment tu as fait? Comment tu as vécu telle situation? Il faut chercher des informations. Quelqu'un qui veut aller faire philosophie. Il ne faut pas aller parce que le nom est beau à entendre, hein, quand on dit moi je suis un médecin. Et puis souvent il y a le matériel qui est visé. Tout à fait. Il y a le matériel qui est visé. On pense que si tu es docteur, bon, c'est machallah, c'est l'argent. On pense que si tu es juriste, machallah, c'est l'argent. Il faut aller voir les gens. Il faut faire des investigations sur le métier. Comment ça se passe? Comment ces gens-là travaillent? Est-ce que ma personnalité peut me permettre de rentrer dans ces cercles-là? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime travailler avec la masse? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime travailler vraiment dans un cabinet tout court? La personne doit aller faire ce travail-là avant d'embrasser la filière. C'est ce que nous disons tout le temps. D'accord. Est-ce qu'il y a un complément à donner? On parle de l'université de Niamey, il y a également les autres universités publiques. Je pense que ce n'est pas seulement l'université de Niamey, Ahmed et Ousseini. Il y a les universités publiques. Il ne faut pas que tous soient concentrés également à Niamey. Il y a des offres à l'université de Niamey qu'on peut retrouver dans les universités, notamment Maradi, Zender, Tawa et autres. Il faut en tout cas se renseigner suffisamment pour faire un choix. Quelqu'un peut aller à Tawa et réussir mieux que de rester à l'université de Niamey, comme quelqu'un qui peut se sentir à l'aise à Zender que de rester également à l'université à Abdoumouni de Niamey. Vous savez, si vous avez un complément à donner par rapport à ça, avant de passer à l'autre volet des instituts où nous devons vraiment dire un mot à propos. Pour les universités, pour les autres universités du pays, nous avons par exemple l'université de Dosso, qui a la faculté des sciences et techniques, qui forme en maths informatique, et l'UIT de Dosso, qui forme en réseau télécommunications, en métier du multimédia et de l'internet, en e-commerce et marketing numérique, et en cybercriminalité et protection des données. Nous avons ensuite l'université de Tawa, avec l'UIT qui forme en comptabilité et gestion, qui forme en finance banque, en technique commerciale, en management logistique et transport, en informatique de gestion et en hôtellerie tourisme. Nous avons également, toujours dans l'université de Tawa, nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion. Après cela, nous avons l'université de Zender avec la faculté des sciences et techniques. Nous avons l'UIT, l'Institut universitaire de technologie, qui forme en aménagement du territoire et urbanisme, qui forme en gestion des ressources humaines. Nous avons toujours dans l'université de Zender la faculté des sciences de la santé. Nous avons la faculté des sciences, la faculté des lettres et sciences humaines. Nous avons dans l'université d'Agadez et le département ressources minières et énergie renouvelable. Nous avons dans l'université de Tilaberi la faculté d'agronomie alimentaire et de nutrition. Nous avons dans l'université de Difa la faculté environnement et écologie, la faculté des sciences agronomiques. Et enfin, nous avons l'université de Maradi. Et dans l'UIT, nous avons le département génie électrique, génie mécanique, génie civil. Nous avons la faculté des sciences et techniques où nous avons les départements de maths, biologie et géologie. Nous avons aussi la faculté des sciences agronomiques et de l'environnement et la faculté des sciences de la santé. D'accord. Et là, c'est des informations sur les offres de formation qui sont disponibles dans nos universités publiques nationales du Niger, bien évidemment. Je pense que c'est un guide, ça peut vraiment orienter nos candidats, en tout cas à chercher davantage pour pouvoir se faire former dans ces universités publiques. Alors, s'il y a un mot personnellement qu'il faut ajouter en termes de complément à ce qu'il vient de dire Ahmed, vous permettez, c'est vraiment de se renseigner. Il ne faut pas que tous nous soyons à Niamey. Il y a en tout cas des choses qui sont disponibles. Par exemple, l'université de Zender, elle est spécialisée en formation en énergie renouvelable. Tilaberi, spécialisée en nutrition, en agronomie. Difa également, l'université de Dosso en télécommunication, etc., etc. Ahmed l'a dit, il faut se renseigner sur les besoins du pays pour en tout cas faire son choix. On va prendre peut-être oui, rapidement. Avec votre permission, et j'aimerais conseiller surtout les nouveaux bacheliers de se référer surtout vers les UIT, vers les instituts universitaires de technologie. D'accord.
D'accord, Ahmed, on me signale qu'il nous reste 2 minutes, on va aller rapidement. Un mot sur les instituts. Tous, on le sait, les gens veulent aller vers les instituts privés ou les grandes écoles. On fuit les universités parce qu'on se dit que les universités forment que des enseignants. Tu sors avec ton diplôme, tu n'es pas apte sur le terrain, tu parles, le seul domaine qui peut t'accueillir, c'est l'enseignement. Et donc, comme on fuit, on ne veut pas enseigner, on va vers les UT. Un mot rapide, les instituts, je veux dire. Un mot rapidement, Ahmed, ça sera votre mot de la fin sur les instituts. Qu'est-ce que les candidats peuvent comprendre? D'accord, merci beaucoup. Au fait, nous catégorisons les instituts dans trois échelles. Premièrement, il y a des instituts qui sont, ou des écoles à caractère privé qui sont sélectives. Qu'est-ce que j'appelle sélective? Au fait, c'est des écoles qui organisent des tests de concours. Là, c'est vraiment le premier niveau. C'est des écoles qui sont franchement très sérieuses et qui font tout leur possible pour faire la promotion de l'excellence et donner une meilleure éducation qu'ils peuvent donner. Le deuxième niveau, c'est des écoles privées qui sont là. Elles ne sont pas sélectives, mais elles sont assises. Et elles font de leur mieux pour aller ou tendre vers la culture de l'excellence à l'école. Le troisième et dernier niveau, franchement, ça, je ne conseille même pas à nos bacheliers d'aller là-bas. C'est des écoles qui sont là pour uniquement une question pour le matériel, pour l'argent. C'est vrai que toutes les écoles sont là. Les écoles boutiques, il faut le dire pour répéter les mots du ministre Bazoum. Je n'ai pas utilisé. C'est des écoles boutiques. C'est des écoles qui sont là, franchement, elles n'ont aucun souci de l'excellence, de l'avenir du candidat. Ils n'ont rien à foutre avec ça. Moi, donc, il y a lieu de faire attention dans le choix des instituts. C'est de faire très attention. C'est de faire très attention. Il y a des écoles qui vont vous faire croire que bon, quand vous venez chez nous, c'est le paradis total qu'on va vous garantir. Mais c'est quand vous allez rentrer. À ce que les écoles disent d'elles-mêmes et à ce qu'elles sont véritables. C'est pourquoi je dis les candidats doivent faire un travail d'investigation. L'école dit elle est ceci, elle est cela. Acceptez les informations. Mais allez-y vérifier ça auprès des étudiants qui sont dedans. Parce que c'est le contenu qui doit définir le contenant. Vérifiez pour voir si véritablement ces écoles-là sont véritablement ce qu'elles disent à partir de leurs étudiants, à partir des enseignants. Le travail sur lui que les candidats doivent faire, franchement, c'est la recherche des informations. Il faut s'informer. Maintenant qu'on soit dans les universités publiques, au Niger, à l'extérieur, moi je dis il y a 4 éléments qu'il faut prendre en compte. Rapidement. 4 éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre de ces études supérieures. Premièrement, c'est le climat relationnel de l'école. C'est de voir les relations entre les enseignants et les enseignés sont comment, entre l'administration. Est-ce qu'il y a une très bonne relation qui peut mettre d'aller dans le cercle là? Le deuxième élément qu'il faut prendre, c'est le climat éducatif. Là, c'est d'évaluer la qualité de la formation, la qualité du programme, les enseignants qui interviennent, comment ça se passe et ce qu'ils donnent comme contenu de leur formation. Le troisième élément, c'est le climat de sécurité. Selon qu'on soit ici ou à l'extérieur, est-ce que ma sécurité, est-ce que ce cadre-là, l'environnement-là que je vais intégrer peut me permettre d'avoir confiance en moi-même, peut me garantir une sécurité. La semaine prochaine, Inch'Allah. Peut-être on va revenir sur les instituts et l'octroi de bourse. 30 secondes, votre mot de la fin, M. Ousseini, très rapidement. Bon, moi, ce que j'aimerais dire surtout, et pour les nouveaux bacheliers, je les invite surtout à s'orienter vers les établissements étatiques, vers les EPA. Nous avons des écoles de renommée et qui sont semi-privées et qui offrent des formations vraiment bien. Nous avons par exemple l'ENAM. Nous avons... Les détails, on va garder ça la semaine prochaine. Le temps est largement parti. On va prendre votre mot de la fin rapidement. En conclusion. D'accord. En conclusion, j'aimerais toujours me lancer dans la même logique que M. Ahmed. Surtout, j'aimerais inviter les bacheliers à comprendre que le choix qu'ils feront bientôt relève de leur avenir. Et que ce choix est un choix crucial pour eux. Donc pour cela, ils doivent réfléchir 1001 fois et prendre une filière et une école qui leur permettra de... Ok, merci M. Ousseini. Amis jeunes, c'est ici que prend fin ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Il était question de parler de l'orientation après le bac, les nouveaux bacheliers, également pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac. J'étais sur ce plateau avec Ahmed Tigani, il est cofondateur du cabinet ICRA Orientation et il est coach orientateur également. Ahmed, merci d'avoir été avec nous, merci bien.
Notre second invité est Ousseini Seydou Abdou Nasser. Il est secrétaire général de l'Union nigérienne des jeunes engagés pour la résolution des problèmes de l'éducation. Ousseini, merci également d'avoir été des nôtres. Vous également qui nous avez suivis, nous vous disons un grand merci. Merci pour votre fidélité. À toute l'équipe de réalisation, nous disons un grand merci. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et là, il sera question de rentrer en détail sur les offres de formation, le vrai visage des instituts ou écoles privées. Également, nous serons probablement avec un agent de l'ANAB pour nous parler de l'octroi des bourses nationales et internationales. Amis jeunes, on retient 2 mots pour ce rendez-vous. Sachez qu'un échec mal conçu prépare un autre échec. Une réussite également mal gérée prépare un échec. Alors, il faut que nous fassions attention, qu'on soit dans la situation d'échec ou qu'on soit dans une situation de réussite, l'un dans l'autre, il faut savoir gérer l'une des 2 situations. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.